Il y a deux catégories de jardiniers. Il y a les uns pour qui jardiner, c'est trimer. Il faut mériter sa production. Donc trimer, il faut commencer par bêcher, la terre est lourde, on se casse le dos, il faut sarcler, désherber, biner, etc. Et donc, ma foi, stop, c'est trop compliqué. C'est toujours compliqué d'aller contre la vie et de devoir ensuite aussi lutter contre les mauvaises herbes, les pucerons, les doryphores, les acariens, les mauvais champignons, etc., etc. Stop, encore une fois, stop. Soyons la deuxième catégorie de jardiniers. La deuxième catégorie de jardiniers, c'est les jardiniers du dimanche. En fait, nous sommes amateurs de la grelinette et de la chaise longue. Explication. En fait, sur ces fraisiers qui viennent d'être plantés, ici un peu en hors-sol, tout simplement parce que je n'ai pas un sol qui convient aux fraisiers, nous avons mis simplement de la tonte de gazon, pas très épais, pas plus épais que ça, parce que la tonte de gazon, quand elle compacte, elle chauffe et ce n'est pas très... ça pourrit, c'est une mauvaise pourriture. Donc en fait, une fois qu'on a mis la tonte de gazon qu'on appelle des déchets verts, on va pouvoir ajouter tout simplement de la sciure. Je vais peut-être me débarrasser. Voilà, on va rajouter de la sciure. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Plusieurs choses. La première, les bactéries vont venir vouloir dégrader la sciure. Les bactéries ont besoin d'azote pour se nourrir. Donc on a l'azote sous la sciure. Les bactéries n'ont plus qu'à se servir. Les champignons de dégradation vont s'installer aussi. Et les avantages de ce double paillage, c'est qu'il n'y a plus de travail sur cette parcelle, plus de travail de désherbage. On a bien rendu la terre propre, comme on dit, les jardiniers aiment bien dire. Et donc là, on va tout simplement finir cette installation de sciure. Alors il y a bien sûr de nombreuses sortes de paillage. Pourquoi la sciure ici? Tout simplement, nous avons plein de scieries dans le Haut-Doubs et on prend les matériaux dont on dispose. Règle numéro 1, dépenser le moins possible, trouver sur place ce dont on a besoin. Tu fais paillage aussi? Voilà. Ramener un peu. C'est donc une toute première technique parmi les nombreuses actions que l'on réalise en synergie, en jardinage naturel ou biologique. C'est donc une règle, faire de la prévention adventice, pour pouvoir se permettre d'être paresseux, voire fainéant, jusqu'à la fin de la saison. Vous voyez, ici on a poussé le vis pour monter sur des tables, on n'a même pas besoin de se baisser pour récolter les fraises. Et ces règles-là de jardinage au naturel, bio, sans pesticides, parce qu'on n'en a strictement pas besoin, on va en énumérer tout le long. On a par exemple ici une autre sorte de paillage. Vous voyez, l'herbe s'arrête à peu près là. C'est tout simplement les copeaux de bois. Donc ça s'appelle du BRF. Le BRF, c'est du bois raméal fragmenté. Et donc c'est la taille de nos haies. Haies faisant partie de l'écosystème du jardin comme brise-vent, comme couvert et habitat pour les insectes qui vont nous aider à garder un bon état sanitaire dans le jardin. Et donc c'est encore un élément qu'on a en disponibilité dans le jardin. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Il suffit par contre d'avoir un broyeur ou de le louer. Alors là, je vois qu'il y a un peu d'herbe qui passe. En général, c'est facile à désherber parce que la terre reste souple en dessous. Donc, deuxième avantage, le désherbage est limité, réduit et facilité. Ceci va toujours dans ma direction du jardinier paresseux mais efficace. Terrain glissant aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, et ça m'amuse toujours beaucoup, le jardinier, en fait, il a une drôle d'idée en tête, il faut trimer. Il faut en chier pour y arriver, pour mériter la belle récolte. Donc on bêche. Un jardinier qui, au bout de 4-5 ans, bêche encore son jardin,
est un mauvais jardinier et il ne sera jamais un jardinier paresseux et efficace, tout simplement parce que sa terre restera lourde. Bêcher, c'est bien dans un sol lourd, argileux, limoneux, pour mettre les mottes à l'exposition du gel en hiver, et donc ça casse les mottes et ça rend la terre plus souple. Là, il n'y a pas besoin. Regardez comme elle est belle ma terre, une belle terre brune de jardin, comme on l'aime, alors que je suis partie d'une terre argileuse au point de faire avec mes enfants de la poterie quand je suis arrivée en ce lieu. Et là, au bout de 15 ans, j'ai une terre toute simple, toute belle. Je greline. Alors l'action de greliner, le verbe grelinette et greliner, ça vient de Monsieur Grelin. C'est Monsieur Grelin qui a inventé ce qu'on appelle la fourche bêche. Vous voyez, je secoue, mon dos reste plat, je ne bêche pas, je ne me fais pas mal au dos. Voilà, je reste plat et je fais ça. Donc ça, je le fais au printemps. On a déjà les vers de terre qui sont heureux dans ce genre de sol. Et mon herbe est facile à enlever. Je fais ça au printemps et c'est tout. Désherbage réduit à une opération annuelle à condition de pailler. Donc nous avons vu 2 sortes de paillage, on va en voir d'autres qui sont tout aussi efficaces. Là, ce petit BRF vient d'être installé et comme c'est l'endroit du jardin où j'ai vraiment la renoncule, le pissenlit, toutes ces herbes que certains appellent mauvaises qui nous embêtent, le BRF seul ne suffit pas, même en mettant une couche de 15 cm. Donc on a un peu renforcé cette action. Alors je le repousse et en fait j'y ai mis du carton. Avec le carton, la mauvaise herbe est davantage étouffée, donc là c'est un peu compliqué parce que ma technique de jardinage, c'est de laisser la nature faire ce qu'elle veut un maximum. Voilà, donc je suis obligée de tourner autour des plantes et je remets mon BRF. Le carton ne devra plus être visible pour des questions purement esthétiques et l'efficacité du paillage est soutenue par ce carton-là. Donc là, c'est assez sympa. Quand on a une terre, jardinier aime bien parler en propre et en sale. Moi, j'aime pas beaucoup parce que ça fait un peu péjoratif par rapport aux herbes qui poussent. Parce que pourquoi elles poussent, ces mauvaises herbes, dans le jardin? Parce que le sol a horreur d'être nu. Donc, dès l'instant, on est obligé de lutter contre les ennemis, de lutter contre les mauvaises herbes, etc. C'est qu'on est dans l'erreur totale. Et donc, il faut rectifier cela. On va voir un autre mode de paillage. Nous avons scié le bois pour l'hiver. L'homme blanc a fait beaucoup de bois, donc il fera froid aussi l'hiver prochain. Et donc nous avons beaucoup de sciure sur place aussi. Et voilà, donc là c'est la suite. N'ayant plus assez de BRF, on continue avec la sciure. Alors au début, c'est un peu, il n'a pas encore plu sur celle-ci, donc c'est un peu flashy, mais ça va s'harmoniser gentiment. Alors là aussi, la petite technique de garder des herbes, vraiment de mettre le paillage autour. Là, c'est donc une parcelle de plantes vivaces où vont s'ajouter quelques fleurs annuelles dès le mois prochain. En fait, jardiner, pour atteindre cet idéal de jardinier qui en fait le moins possible, il s'agit de trouver les actions justes, une multiplicité d'actions justes comme ce paillage-là, pour que le sol s'entretienne tout seul, pour que le travail se fasse. C'est les vers, les bactéries, les champignons du sol qui font le travail à notre place. Mais pour ça, il faut toujours la petite laine, comme j'ai l'habitude de dire. D'ailleurs, une année, j'ai même mis de la laine de mouton. Ça fonctionne très bien aussi. Ayant un voisin qui a des moutons, j'ai pu la récupérer. Donc, c'est toujours dans cette idée. Ça fait un petit peu plus de travail au printemps, mais après, on est tranquille sur le restant de l'année et on peut se permettre d'observer les oiseaux, comme on les entend chanter, d'observer le hérisson qui viendra dans la mare, d'observer les mésanges qui viendront manger les chenilles sur les choux. Et là, le jardinier, il ne peste plus. Il sort de cette litanie de ça va pas, le temps va pas, le sol va pas, etc. Il sort totalement de cette litanie pour se réjouir et devenir un espèce de détective privé au sein de son propre environnement. Quelquefois, on me dit, mais comment vous arrivez à maîtriser tout ça? Je maîtrise strictement rien, j'essaie de suivre et de prévenir avec quelques petites techniques. Allons voir une autre technique de paillage plus moderne cette fois-ci. Au début, c'est pas très joli, ça fait une marée noire. On se demande ce que c'est et en fait, c'est du plastique, c'est bel et bien du plastique. Il en reste un tout petit peu de l'année dernière d'ailleurs.
C'est fait à base d'amidon de maïs et ça se dégrade à la lumière. Et les petites lanières qui restent, c'est quand on fronce les bordures pour pouvoir bien fixer la bâche pour que ça ne parte pas au vent. Voilà, donc la bâche biodégradable, chez nous en montagne et même dans les régions froides du nord-est de la France, c'est très très important parce que non seulement il y a la fonction de toutes les autres techniques de paillage, on n'a pas encore vu la paille, on verra aussi qu'on utilise la paille, mais il y a une fonction supplémentaire qui est de réchauffer le sol au printemps. Donc là, le côté noir, c'est évidemment un plastique microporeux qui laisse passer l'air et l'eau et donc qui fait que évite le désherbage mais aussi l'arrosage quand de temps en temps on a, assez rarement c'est vrai, mais quand on a de temps en temps 15 jours de soleil non-stop avec une forte chaleur. Donc là c'est pareil, l'installation est un petit peu plus compliquée puisqu'il faut faire des trous à la main comme ça, voilà, pour planter la plante. Donc là le trou est déjà fait avec le plantoir et on n'a pas le droit de marcher dessus, on ne marche jamais sur une terre qui travaille, sur une terre en production. Donc il y a l'idée de mettre des planches pour justement ne pas tasser le sol. Je déplace les planches et une fois que c'est installé, il n'y a plus qu'à se réjouir des futures récoltes. L'or brun, hein, c'est vraiment de l'or, c'est que là-dedans, il y a des bons champignons et des bonnes bactéries, mais qui ont besoin de travailler avec de l'oxygène, donc sur la partie superficielle. Or, quand on bêche, quand on laboure et qu'on enfuit la partie supérieure, on se prive de ce capital fertilisation-là, on s'en prive, voilà, et donc après, on travaille 3 fois plus. En fait, le jardinage biologique est la seule méthode de jardiner qui rend le sol plus fertile au bout d'un certain nombre d'années que quand on a eu le jardin en main pour la première fois, où on a peut-être hérité d'un sol lourd et qui colle aux bottes et plus difficilement malléable. Il existe une autre technique qu'on appelle la permaculture et qu'on en verra plus tard, où cette autofertilité du sol est entretenue de façon encore plus pointue. En fait, on reproduit ce qui se passe dans la forêt, dans une litière de forêt, où il y a toujours une couche d'humus due à l'apport continu de paillage des feuilles mortes de la forêt. Là, c'est mon coin secret, mon coin d'hiver, avec les belles récoltes qui sont restées dans le silo, constitué d'une machine, un tambour de machine à laver, où je sors les légumes quelquefois chevelus, parce qu'on est quand même, le début, on est vraiment au printemps, et la plante souhaite continuer sa vie. Hein, on voit la carotte, le panais, parce qu'en fait les plantes ça vit 2 ans, hein, c'est les légumes racines. Et la deuxième année, elles produisent normalement les racines, sauf que celles-ci, on va les manger avant, évidemment. L'année dernière, on avait une belle petite famille de hérissons. Ce serait bien dommage qu'ils ne reviennent pas cette année ou qu'ils se noient. Or, les hérissons adorent les limaces. De même que les crapauds qui sont présents dans la mare avec les salamandres. Et voici donc le petit message de bienvenue. Voilà, à fixer. Et donc, les hérissons pourront aller et venir. Cette mare me sert aussi par ailleurs comme source de paillage, puisqu'en automne, les feuilles mortes tombent dans la mare. Et au printemps, il faut draguer, parce que sinon, l'eau finit par croupir et fermenter, ce qui n'est jamais bon. Et donc, en fait, le paillage ici, c'est les feuilles mortes qui sont tombées à l'automne et qui me servent pour cette parcelle-là. C'est donc un paillage de proximité et encore la source est à côté.
Rappelons les 3 premières règles de base pour ne pas maltraiter le sol et respecter la vie qui y réside. La première est éviter de bêcher, de retourner la terre, prenez plutôt la grelinette. La deuxième règle, paillez un maximum partout où vous le pouvez. Et la troisième règle que nous allons voir bientôt, si le chat le veut bien, c'est le compost. Ah. Voilà, ici nous sommes donc au jardin de la Douce avec une autre version de la grelinette. On remarque que la terre est un petit peu plus compacte que celle de Froidevaux et c'est logique puisque ça fait que 4 années que nous avons cette parcelle en main pour la travailler afin de la rendre plus souple, plus meuble. On va laisser la grelinette ici. Ouh. Bonjour Alain, on prend le repos ? Repos. Ça va ? Ça va, et vous ? Ça va, ça pousse ? Ouais, ça commence. Ouais, ça commence, hein. Maintenant, Ouais. il manque du soleil pour faire des Oui, ça va venir, on tient le bon bout, comme on dit. Hein. D'accord ? Est-ce qu'on peut aller voir votre compost ? Bien sûr. Ouais, on va le voir un peu comment il vit. J'emmène un outil. Oh, s'il vous plaît, oui, une fourche ou quelque chose. Ben voilà, il y a ce qu'il faut. On va voir ça. Ah oui. Je vois que vous pratiquez aussi les cultures associées, Ah oui. hein, donc avec les rosiers et l'ail, c'est ça ? Oui, ça, Voilà. c'est l'ail d'hiver. Voilà, et puis dans les fraisiers, les poireaux. les poireaux, voilà. Toujours, voilà. Comme ça, Il y a- comme ça, tous les 4 sont en bonne santé. Voilà. Et c'est parfait. Puis voilà. On va enlever le couvercle. Voilà. Donc, comme il se doit, une couverture, toujours, pour éviter qu'il ne soit trempé. Voilà. Et donc, vos derniers apports, Alors, voilà. il y a un petit peu de tout là-dedans. Oh, bah, il est déjà bien. Oh, regardez, c'est magnifique. Ah, voilà, voilà les travailleurs. Voilà, ça, c'est- Les travailleurs sont à l'œuvre. Ouais, le meilleur ouvrier. Voilà, et c'est grâce à lui que nous, on travaille moins. Hein, c'est bien ça. Voilà, d'accord. Ouais. Donc là, il est au stade vers de terre, comme on dit. Hein. Vous allez en utiliser du frais, comme ça ? Pas maintenant. Pas tout de suite, On va attendre hein. encore un peu. Ouais, ouais. Parce que... Même pour les tomates, c'est encore un Ouais, peu c'est frais. encore un Hein. peu juste. Vous avez mis de la paille. Ouais. Super. C'est toute la paille qu'il y avait. Oui, Ouais. il sait bien, parce que tout ça c'était de la paille. Hein, Ouais. normalement. Et puis le fait de le remuer, là, ça va lui faire du même en mélangeant, je vois que vous mettez les boîtes à je vais œufs. déchirer, voilà. C'est génial. Les œufs. papier. Les œufs, vous les retrouvez un peu ou pas Oui. après dans le jardin? Non. Donc voilà, Les dimensions, on en l'histoire. profite, on remue, on mélange, voilà, ça l'aère. Voilà, les- Ah, ce sopalin, c'est bien, hein, c'est bon pour le compost, vous pouvez les laisser. C'est pour les essuyer les mains, j'ai bien compris. D'accord, J'ai même pas un chiffon sur moi. oui, oui. Je- Voilà, les fourmis sont à l'œuvre aussi. Alors, tu as trouvé du carton? C'est super. Moi, j'amène les déchets verts. On va pouvoir faire le mélange et remettre une couche. Quoique, tu vois, j'ai un peu de carton aussi. Fin de rouleau de sopalin. Du sopalin, d'ailleurs. Du verre vert. Les fans de carottes ou de radis. Coquilles d'œufs qui ne sont ni verts ni bruns. Enfin bref, le tutti quanti de la cuisine. Tu veux peut-être que je mette tout de suite là-dessus, non? Hein, on va découvrir. Alors la petite laine, c'est à la fois pour que ce ne soit pas trempé d'eau
auquel cas il n'y aurait plus de place pour l'air, et ce seraient les mauvaises bactéries et les mauvais champignons qui fonctionnent, et aussi, oh bonjour, et aussi en cas de soleil ardent pour éviter le dessèchement. Donc toujours une petite laine sur un compost. Et voici mon ami. Alors, il y a des mâles et des femelles en principe. Oh bonjour, voilà, garçon et fille, superbe. Voilà. Alors la fille c'est la plus jolie, hein, on va dire. Et donc eux ce sont les mangeurs de limaces, de limaçons. Donc il y a toute une chaîne alimentaire qui se passe dans ce compost-là. Il y a les bactéries qui vont attaquer tout ce qui est bactéries et champignons, qui vont attaquer tout ce qui est déchets bruns, donc carbone et tout ça. Ah, il sort la langue. Hein. Et dans un troisième temps, enfin, il y aura les vers de terre. Il y a plusieurs façons de faire un compost. Celui-ci est en tas. On a un grand volume quand même, hein, sur 30 arts de jardin, plus la restauration, les déchets de cuisine et tout ça. Et en fait, on commence par une couche de fumier. On a un voisin qui nous apporte du fumier bovin, qui a le meilleur équilibre entre les déchets verts qui là sont représentés par la bouse de vache et les déchets bruns qui sont représentés par la paille. Autrement, on verra tout à l'heure dans un compost plus urbain ce qu'on peut faire justement sans le fumier. Et pour équilibrer toujours le côté déchets verts qui sont donc les déchets de cuisine et tonte de gazon, etc. Et déchets bruns qui sont les déchets fibreux. Donc là j'ai ramassé encore un insecte. Alors là c'est un insecte décomposeur. Je ne connais pas son nom, je ne les connais pas tous, ils sont tellement nombreux. Voilà, et donc lui aussi il va aller au boulot. Alors peut-être quelque chose va vous choquer. C'est ça. Mais ce n'est en fait que mon paillage de l'année dernière où on avait les bordures qui ne se sont pas décomposées parce que donc c'est mon plastique, mon fameux plastique biodégradable et donc en fait c'est de l'amidon de maïs, il va être décomposé aussi. Et comme par hasard en bas il y a les limaces qui sont le couvert, le restaurant pour les orvets précédemment vus. On y va? On met une dernière couche et on va recouvrir. Donc Thierry va mettre tout ce qu'on a accumulé depuis un mois en déchets verts, divers, de la cuisine, du désherbage, et va alterner avec une couche de fumier. Et moi, je vais en profiter pour vider mon seau de la cuisine et puis ce qu'on vient de désherber ce matin. Alors ça se monte en lasagne. Hein. Alors autre surprise, on a du sopalin de couleur, on a plein de choses, on a même des croûtes de fromage. Il y a ceux qui en milieu urbain, périurbain, des fois on n'en met pas, mais c'est plus pour des raisons d'attirer les souris. Bon, nous on a les chats, donc il n'y a pas de souci. C'est plus pour des raisons d'éviter d'attirer les souris que parce que ça ne se décomposerait pas. Dans l'absolu, on pourrait décomposer de la viande, on pourrait décomposer tout ce qui est organique. Donc en fait, on évite ce qui attire les souris, les mulots, les campagnols, enfin tout ça. Et voilà, je suis en retard moi. Il bosse, c'est pas moi. Voilà, désherbage de la serre. Donc, il faut bien alterner les couches, c'est très important. À la fois pour éviter des plantes de granulométrie trop proches, voilà, qui ferait une masse compacte. Voilà, tu peux y aller. Qui ferait une masse compacte. On va rattraper, il n'y a pas de souci. Ferait une masse compacte où l'air ne circule pas. Parce que le secret d'un compost, c'est qu'il y ait de l'eau, mais pas trop, et qu'il y ait de l'air suffisamment pour que ce soit les bonnes bactéries, les bons champignons, les bons décomposeurs qui travaillent. Sinon, ça s'appelle plus un compost, c'est d'ailleurs ce que la plupart des gens font, mais ça s'appelle un pourrissoir. Voilà. Voilà de la tonte de gazon qui a quelques jours. Et là, on voit bien d'abord, ça pue. Hein. Quand on dit un compost il pue, c'est que ce n'est pas un compost, c'est un pourrissoir. C'est décidément le test. On n'a pas eu le temps, parce que des fois on est un peu débordé aussi. On n'a pas eu le temps de s'en occuper tout de suite. Et donc maintenant, on va essayer de récupérer ça.
et de le dispatcher. On voit bien, c'est la tonte, c'est des brindilles d'herbe qui ont toutes la même taille, le même volume. Et donc en fait, ça fait compact. Alors que si on mélange les couches avec un peu de trognon, de pommes, de coquilles d'œufs, de carton, on a des granulométries différentes et ça permet à l'air de circuler. Donc voilà un des secrets d'un bon compost qui, tout justement, ne doit pas sentir mauvais et au contraire doit sentir bon l'humus de la forêt. Là, il sent pas bon, hein. Je confirme, il sent l'ammoniac, ce qui est normal, c'est dans sa nature, c'est que du vert. Bon, c'est lourd, je te laisserai partir. On ne met pas la cagette, évidemment, ni le bois, qui mettrait plus longtemps, trop longtemps à se décomposer. Alors bon, quand on a un gros volume, pour les très gros jardins, ça prend un peu de temps. Mais on a de l'engrais gratuit. On transforme des déchets en engrais, donc c'est super. Donc il y a de la vie et cette vie dépend de l'évolution du compost. Donc en tout premier lieu, il y a les bactéries, les champignons, puis les insectes à mandibules qui commencent à grignoter, à fragiliser, les décomposeurs, collemboles, cloportes, mille-pattes, enfin tout ce qu'on peut trouver, comme la bestiole de tout à l'heure. Et dans un deuxième temps seulement, il y a le stade vers de terre, qui est le stade compost où on ne reconnaît plus trop les ingrédients qu'on a mis, et qui est le stade où on peut utiliser le compost pour les tomates, les potirons. C'est les deux seuls légumes qui supportent du compost assez jeune. Et plus tard, quand les vers de terre commencent à déserter le compost, on appelle ça un compost mûr qui convient à l'ensemble du jardin. Et donc ce processus-là, sous nos climats du nord-est, prennent 1 an. Et alors c'est tout à fait simple à comprendre, 1 an, pourquoi? Parce que à partir de 8 degrés, pas moins 8, à partir de 8 degrés, les bactéries, les champignons et tout le monde s'arrêtent de travailler. Il n'y a que l'être humain qui est assez bête pour continuer à travailler quand il fait froid. Et donc chez nous, ça raccourcit la saison à 6 à 8 mois selon l'altitude. Et donc c'est pour ça qu'on dit que chez nous, il faut à peu près 1 an. Je prends un petit peu de compost non encore décomposé. Je fais ce test-là. S'il sortait de l'eau entre mes doigts, ça veut dire que ce serait trop humide. Et si je n'arrivais pas à faire une petite motte, ça voudrait dire que c'est trop sec. Donc pour nous, c'est parfait. La petite couverture a fait son office. Alors là, Thierry, je te propose qu'on recommence le début de la couverture. On va peut-être retrouver nos amis, les orvets, mais je pense qu'ils se seront déménagés tout seuls. Voilà. Comme ça, et tu pourras continuer tranquillement et tirer par la suite. Alors bon, il ne faut pas que ce soit un plastique imperméable. Il faut que l'eau et l'air passent. Et il y a en fait plusieurs raisons donc, pour avoir cette petite laine. Admettons qu'il pleuve beaucoup. C'est facile à admettre cette année. S'il pleut beaucoup, toute l'eau va lessiver le compost et l'azote qui s'y trouve va polluer le sous-sol et va être perdu. Donc on perd la fertilité du compost. Dans 1 mois, ou plus ou moins, il va y avoir un grand cagnard, le compost va être humide et tout l'azote va s'évaporer dans l'air sous forme d'ammoniac. Et à ce moment-là, on pollue l'air et on perd encore la fertilité du compost. Donc pour ces 2 raisons-là, perte de fertilité et pollution, on met une petite laine. Et enfin, il y a une bonne nouvelle pour les jardiniers qui n'ont pas trop envie de retourner leur compost. C'est tout simplement avec la petite laine. Il y a une homogénéisation, ça se composte aussi bien à l'extérieur qu'au centre, alors que si on ne couvre pas, il faut le retourner, parce qu'à l'extérieur, ça sera plus avancé qu'au cœur et plus sec, et donc il faudra retourner pour homogénéiser. Donc ça économise du travail et ça gagne de la fertilité. On se retrouve tout à l'heure. Alors la permaculture, je vous ai dit au départ, c'était entièrement agronomique et petit à petit, c'est devenu 3 points de vue,
3 éléments de la vie, 3 besoins à satisfaire selon une éthique, pas personnelle, enfin liée à la permaculture. Le premier besoin, c'est se nourrir. Donc on reste dans l'agronomique. La deuxième, c'est se loger. Donc permaculture de nos jours veut aussi dire habitat sain. Et la troisième, c'est se sociabiliser. Donc se sociabiliser, c'est avoir des échanges entre humains. Ça peut aller du troc à partager un jardin, quelque part se sociabiliser de façon non dépensière et consommatrice comme l'est devenue notre société. Vous voyez un peu l'esprit? Donc l'esprit, c'est de faire qu'on récupère un terrain, on l'étudie, on fait un design, comme ils disent les permaculteurs, c'est-à-dire un plan, un projet, et on se dit, tiens, sur cela, j'ai envie de nourrir ma famille, 100 mètres carrés pour au moins les légumes de saison, pourquoi pas, et on fait un plan. Et quel que soit le terrain, il y a toujours des inconvénients. Ici, on a la haie de Thuya, là, on a la ville. Le terrain ici était très enherbé déjà au début, et il était aussi très lourd, une terre très lourde. Donc l'esprit permaculture, c'est de faire d'un inconvénient un avantage. Parcelle de permaculture. Un petit peu difficile d'accès, parce qu'il faudra qu'on retaille les pommiers. Avec le printemps qu'on a eu, on n'a pas eu le temps. Aïe, ça pique. Alors, notre petite parcelle de permaculture démarre bien, avec un peu de retard, mais c'est pas grave. L'herbe qui a poussé, j'ai déjà remis un peu dessus, parce qu'en fait, permaculture, c'est pas que du paillage et c'est pas forcément une butte. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'enlever toutes les herbes autour. Ça permet de dégager autour des pommiers et de mettre comme ça en couche. Voilà, on met en couche. Ça va se décomposer, ça va nourrir le sol. Alors ici, c'est très typique de la permaculture, cette parcelle-là. D'abord parce que c'est un ancien châssis que je n'ai plus utilisé depuis que j'ai la serre. Donc la parcelle est trop large presque pour être en permaculture. Il faut presque un peu crapahuter parce qu'en principe, on ne marche pas dessus, puisqu'on ne travaille plus le sol. Donc ça réussit bien aux plantes, mais il y a des trous. Et voilà ce que j'ai déjà ramassé. Alors c'est très rigolo parce que je ramasse les limaces, je les mets dans du gros sel. Et là les bras ne sont pas assez longs pour ouvrir parce que bien sûr c'est de la fermentation sans air. Donc ça pue, même comme ça. Et l'idée c'est de laisser le bocal sur place. Donc à chaque fois que je vois des limaces, je les ramasse. Et quand je vais repiquer des plantes, je vais prendre un peu de jus dans l'eau d'arrosage. Parce que j'arrose seulement au repiquage pour que la terre se retasse bien autour des racines et ça va être un répulsif pour les limaces. Alors ce mode de culture, il faut le faire, c'est pas sur un an, il faut le faire à vie en fait, c'est le but, de travailler moins. Et bien sûr, il y a des limaces qui aiment être sous la paille. Quand je rajoute des déchets verts, ça peut être récolte ou ça peut être des herbages. Ça va les attirer parce que c'est leur travail des boueurs en fait. Et quand on maintient la butte sur suffisamment d'années, il y a aussi sous la paille les insectes mangeurs de limaces qui vont s'installer. Et donc l'écosystème sera réalisé. Le deuxième inconvénient que j'ai là, on croirait que c'est des ronces. En fait, c'est pas des ronces, c'est ici j'ai fait une plantation de l'hybride entre les framboises et les mûres. Donc ça donne des gros fruits, plus gros qu'une framboise et le parfum est mitigé. Et comme j'ai désherbé un peu tardivement, j'ai ici, voilà, j'ai du marcottage naturel. Hein, c'est comme ça, c'est venu vers là. J'ai du marcottage naturel. Et donc là, en début d'été, c'est pas la peine de vouloir les enlever. Je vais profiter de ça, qui servait auparavant dans l'usage précédent à bâcher au début de printemps.
Et je vais les structurer là-dessus pour cette année. Et puis j'ai 3 marcotages en fait, je vais pouvoir les enlever cet automne et puis soit les proposer à d'autres personnes ou les mettre ailleurs. Donc c'est vraiment le principe de la permaculture, de partir d'un inconvénient, de quelque chose dont on n'a plus besoin et de recycler et d'en faire un avantage. Donc là j'ai 3 marcotages d'hybrides mûrs framboises gratuitement. Il n'y a plus qu'à enlever un petit peu l'herbe, notamment le lison qui est venu dessus. Et c'est une parcelle qui fonctionne tout à fait. Là, ça profite de l'ombre. Ici, je mets des plantes d'ombre comme la pétasite, qui est une japonaise pour le coup. Et cette pétasite, on mange les fleurs au printemps. Et elle aime l'ombrage aussi. Et vers là-bas, je mets plus de cultures ensoleillées. Et la consoude, elle est venue toute seule, mais comme on l'a vu lors de la dernière séquence, je l'utilise sur place, je la découpe et sous le paillage, il y avait déjà donc, des déchets verts avec la consoude. Donc on a un équilibre fumure. Alors ce qu'il faut savoir, paillage, ça vient de paille, alors on pense toujours que c'est que de la paille. Mais en réalité, les déchets verts sont plus efficaces pour lutter contre... pour stimuler la vie microbienne du sol et pour la fertilité. Tandis que les déchets bruns, que ce soit paille ou sciure ou BRF, améliorent aussi et plutôt la structure du sol. C'est une parcelle où il y a encore un peu de place de repiquage, tant mieux, on n'est qu'en juin, donc il y a encore des plantations à faire. Mais elle fonctionne bien. Elle a eu son rush de limaces après la consoude. Et là, ça s'est calmé, donc j'ai pu pailler. C'est super. Encore un coin dont je n'aurais plus à m'occuper, sauf au moment de la récolte. Salut petite. Mm-hmm.